ami CSA qui va nous éclairer sur les principales dispositions de la loi de finances IS, TVA, IR, droit d'enregistrement. On laisse la nouveauté principale à ces aides pour la traite. Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs, je remercie la SOGN, le Facebook NAS, spécialement M. le Président, d'avoir eu l'occasion justement de se retrouver encore une fois sur cette thématique qui est devenue un rituel, j'espère en tout cas va le rester après. Où effectivement on se retrouve tous pour discuter des nouveautés de la document. Je dois d'abord commencer par féliciter Sergio pour je le remercie aussi pour cette initiative, pour cette convention que nous venons de signer. Ce n'est pas la première, puisque les experts comptables ont signé énormément de conventions avec beaucoup d'instituts, de fondations, d'universités aussi, de facultés, et qui portent justement sur le partenariat pour former justement nos jeunes, notamment au métier qui tourne autour de notre profession, aujourd'hui, l'expertise comptable, le droit, le management, la gestion, etc. On considère au niveau de l'ordre que c'est un devoir, c'est une action de citoyenneté, mais également c'est un devoir. Et donc on est ouvert pour tout partenariat futur avec notre honorable université ou avec d'autres instituts. Le plus important, c'est d'arriver justement de faire aboutir son partenariat par des résultats probants, et je n'ai pas de doute là-dessus. Autre chose, et c'est important de le dire, je l'ai dit l'année dernière, je vais le redire encore une fois cette année, c'est que c'est très rare où on voit justement ce pont entre les universités, les instituts de formation, la SUGEL, l'ordre des experts comptables. C'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut dynamiser, qu'il faut refaire, qu'il faut généraliser partout au Maroc. C'est d'organiser des rencontres de ce type, pas uniquement sur la finance, sur toute thématique, entre le monde universitaire, mais aussi des entreprises, des professionnels, etc., parce que c'est porteur d'enseignement, et parce que si, quand on parle de formation, de management en règle générale, de formation en gestion d'entreprise, relier le terrain à l'école, à la théorie, c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est porteur de cette touche, le déclic dont a parlé Simon tout à l'heure, de la pratique. Parce qu'il n'y a pas de pratique sans théorie, il n'y a pas aussi de théorie sans pratique quand il s'agit de management. C'est très important de le signaler. Donc c'est quelque chose à militer qui mérite de me remercier. On remercie la SOGEN pour cette initiative qui a fait, à mon avis, généraliser partout. Alors, on m'a demandé justement d'intervenir sur la loi de finances, sur les dispositions techniques de la loi de finances. Je pense que Mohamed a résumé l'apport de cette loi de finances, qui est la première loi de finances qui vient juste après les assises. Les assises ont été tenues dernièrement au mois d'avril, au mois de mai, je pense, et c'est mon arrivée. Et donc on s'attendait à ce que cette loi de finances au moins reflète un peu les recommandations de ces assises en partie. C'est vrai, on attend toujours cette loi cadre dont a parlé Mohamed, mais comme cette loi de finances est venue juste après, on a tous estimé qu'il y a peut-être des recommandations qui peuvent être rapidement intégrées au niveau de notre droit fiscal sans attendre la loi cadre. Donc effectivement, c'est une loi de finances, on s'attendait à ce qu'il soit un peu, excusez-moi le terme, soft, parce qu'on se dit qu'il faut attendre la loi cadre, il faut attendre peut-être aussi le nouveau modèle économique, pour voir quel est le rôle que peut jouer la fiscalité pour accompagner ce nouveau modèle. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une loi du tout soft, c'est une loi très lourde, très grasse, si vous voulez, parce qu'on est presque vers plus que 80 mesures. Plus que 80 mesures, si on prend à la fois les mesures de droit de douane et les mesures du code de douane et
Le Code général des impôts, on est presque à 82 mesures, quelque chose comme ça. Donc c'est une loi un peu lourde, effectivement. Ce que je vais essayer de faire, c'est uniquement de présenter les principales mesures, en tout cas celles que j'estime qui méritent d'être présentées, sachant qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été effectivement, qui sont également importantes, mais que je préfère ne pas présenter pour vous faire l'économie du temps, et je sais que le temps malheureusement n'est pas de votre faveur. Alors pour démarrer, on peut dire que ces mesures, des mesures de loi fiscale, de cette loi de finances, tournent autour des objectifs classiques. On a l'habitude de voir, et dans toutes les lois de finances, les dernières lois de finances, notamment ce qu'a dit Mohamed pour le rétablissement de la confiance entre l'administration et le contribuable, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la rationalisation des dépenses fiscales, la mise en conformité de la fiscalité nationale avec les standards internationaux, mais aussi les engagements du Maroc à l'international, l'incitation à l'investissement, l'amélioration du climat des affaires, la priorisation des politiques sociales, et enfin le maintien des équilibres globaux des indicateurs macroéconomiques. Je ne vais pas présenter je préfère ne pas présenter les mesures techniquement parlant par IS-TVA comme proposé par Mohamed. Je vais plutôt revenir à notre démarche, c'est d'essayer de présenter les principales mesures par objectif. Comme ça, on va directement comprendre ce qui s'est passé. Alors, les hypothèses, bien évidemment, qui ont gouverné cette loi de finances sont quelques indicateurs qui vont donner une idée sur le travail qui a été fait. On table sur un taux de croissance du PIB de 3,7% contre 2,9% en 2019, sur un déficit budgétaire de 3,5% contre 3,6% en 2019, et sur un prix du gaz brutal qui est toujours subventionné de $350 par tonne contre $380 en 2019, et un taux d'inflation inférieur à 2% contre 1,3% l'année dernière, et une production céréalière de alentours de 70 millions de quintaux. J'espère qu'on va y arriver, Inch'Allah. Vous voyez donc qu'on est, quand on voit les hypothèses d'élaboration de la loi de finances, qu'on est dans la continuité plutôt, et qu'on est resté sur les mêmes hypothèses que sur l'année dernière, et bien évidemment l'un des objectifs importants de la fiscalité partout au monde, c'est justement d'alimenter le budget de l'État, comme il a été dit par Mohamed. Et donc on voit clairement que les équilibres macro-économiques aussi sont importants et qui sont présents. Alors je vous propose de présenter les principales mesures selon ce contenu. Au premier, je vais essayer de présenter les principales mesures qui concernent l'investissement et l'amélioration de l'environnement des affaires. Puis les mesures de mise en conformité avec la fiscalité internationale, dont on a parlé tout à l'heure, les mesures relatives au réaménagement de la fiscalité des exportateurs, les mesures relatives au réaménagement de la fiscalité de l'agriculture, les mesures relatives au rétablissement de la confiance, dont on vient de parler, et enfin les mesures à caractère plutôt social. Alors, quand on parle de soutien à l'investissement, je commence par la première mesure, qui est aussi, à mon avis, importante, ne serait-ce que de principe. C'est cette mesure qui consiste à relever le montant de la participation qui ouvre droit à la réduction d'impôts relative aux entreprises, aux prêts de participation des entreprises innovantes dans la nouvelle technologie, et qui consiste à ramener le montant de la participation qui ouvre droit à la réduction de l'IS de 200 000 dirhams à 500 000 dirhams. Ça veut dire qu'on a presque doublé ou triplé le montant de cette prise de participation, avec une date d'effet bien évidemment pour les prises de participation à compter du 1er janvier 2020. La deuxième mesure, c'est l'amélioration du régime incitatif applicable aux opérations d'apport de patrimoine et aux opérations d'apport des titres de capital à une société holding. C'est l'ancien régime d'apport des titres de capital par les personnes physiques à des holdings à créer ou existantes, qui est daté de 2016 et qui est maintenant reconduit,
sans date limite, c'est-à-dire qu'il va rester permanent de locaux généraux d'impôts. Donc cette mesure va permettre aux personnes physiques, par exemple, d'accompagner aussi la dynamique que nous avons constatée ces dernières années dans les opérations de fonds d'investissement, de prises de participation, etc. C'est une mesure extrêmement importante qui va avoir certainement un impact important sur la restructuration de notre économie dans le futur. La nouveauté par rapport à l'ancien régime, qui a pris fin 2016, c'est qu'il est maintenant ouvert, il n'est pas limité de temps. Donc on peut effectivement structurer aussi de temps et j'espère en tout cas pour notre économie. Alors, une autre mesure également importante, pas par l'action, mais peut-être, en tout cas il fait allusion à ça, c'est la revue à la baisse de taux marginal de l'IS pour les entreprises industrielles. Donc le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams. Donc, la mesure consiste tout simplement à réduire le taux marginal du barème de l'IS de 31% pour le ramener à 28% pour les sociétés exerçant une activité industrielle. Et donc le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams. Il reste bien sûr les sociétés qui ont un bénéfice net supérieur à 100 millions de dirhams qui resteront soumises au taux marginal de 31%. Une autre mesure aussi qui va dans ce sens, c'est la mesure qui consiste à revenir au taux de 0,5% de cotisation minimale. Vous vous rappelez l'année dernière que ce taux a été ramené à 0,75, ça a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière, puisqu'on a toujours dit que la cotisation minimale sur le plan philosophique ne devrait pas exister. On est allé dans le bon sens, puisqu'on a commencé déjà à l'abandonner partiellement. Donc au moins, cette loi de finances revient au taux de 0,5 qui existait avant. Bien évidemment, pour les sociétés qui sont structurellement déficitaires, il est tout à fait logique et normal que effectivement le taux soit plus élevé en tout cas que 0,5. Donc la loi de finances a retenu un taux de 0,60% de cotisation minimale quand le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif pendant 2 exercices consécutifs. Le troisième exercice sera soumis à 0,60%, bien évidemment après les trois premières années d'exonération. C'est une mesure aussi qui est tout à fait logique et qui répond parfaitement au rôle aussi de la fiscalité en tant que côté économique et social aussi, d'inciter les entreprises à plus de conformité fiscale. Alors, pour la mise en conformité de la fiscalité nationale avec les standards internationaux, la première mesure qui va dans ce sens, je me fais économiser aussi des détails, je pense que M. le directeur général par intérim va certainement y revenir. Cette première mesure, c'est la revue de taux d'imposition des sociétés qui sont installées dans les zones franches, les ex-zones franches d'exportation, qui désormais vont s'appeler les zones d'accélération industrielle. Même la loi qui a créé ces zones, c'est en cours d'amendement pour retenir cette appellation de zone d'accélération industrielle. Vous l'avez compris, on parle de l'industrie encore une fois. Alors les nouvelles entreprises qui exercent leurs activités dans ces zones d'accélération industrielle, à compter du 1er janvier 2021, vont désormais bénéficier de l'imposition au taux unique de 15% au-delà de la période d'exonération quinquennale. 5 ans d'exonération dans leur zone, suivi d'un taux unique de 15%, sans qu'il y ait de distinction de chiffre d'affaires local ou export. Vous l'avez compris encore une fois, on essaie de ne plus faire cette distinction entre le chiffre d'affaires local et le chiffre d'affaires à l'export. Et ça va revenir souvent dans le texte, justement par souci de conformité aux règles des engagements du Maroc à l'international. Alors ce taux s'applique de manière uniforme, comme je vous ai dit, qu'il soit le chiffre d'affaires, sauf que les anciennes entreprises qui sont déjà installées là-bas, dans les zones d'accélération industrielle, vont pouvoir garder leur ancien régime. Et donc ils continueront à bénéficier de l'ancien régime, donc avec une exonération de 5 ans, suivie d'un taux de 8,75 pendant 20 ans. Et après la période d'imposition temporaire, ils passeront à un taux de 15%.
Le deuxième régime, qui est justement concerné par rapport à cette conformité à la fiscalité internationale, c'est le Casablanca Finance City. Cette zone, avant cette loi de finances, jusqu'au 31 décembre 2019, les entreprises qui portent le label Casablanca Finance City étaient exonérées totalement de l'IS pendant 5 ans. Puis soumis à un taux de 8,75, un taux réduit de 8,75 après cette période d'exonération quinquennale. Alors le nouveau régime, post-loi de finances 2020, consiste en une exonération totale de l'IS pendant 5 ans, suivi bien évidemment d'un taux de 15%, sachant que la hausse du taux de 8,75 à 15%. Il y aura finalement en réalité trois exonérations. Une exonération quinquennale à 100%, suivie d'un taux de 15% spécifique, mais aussi une exonération des dividendes versés ou distribués par ces sociétés qui portent le label. C'est la deuxième, à mon avis, la deuxième mesure la plus importante quand il s'agit de parler des conformités au standard minimum. Et bien évidemment une troisième mesure, que je n'ai pas reportée ici, qui consiste tout simplement à abandonner le régime des anciens bureaux de représentation, les bureaux régionaux de représentation des sociétés étrangères, qui sont désormais considérés comme des sociétés prestations de services, donc uniquement le régime pour la société de prestation de services. Donc il n'y aura plus de calcul de la base imposable des sièges régionaux à hauteur de 10% de leur charge d'exploitation, mais désormais ils sont considérés comme des sociétés de prestation de services à part entière et sont traités de la même manière que les autres sociétés qui portent le label. Donc exonération 5 ans, suivie d'un taux spécifique de 15% et exonération des dividendes des produits similaires versés ou mis à la disposition pour inscrire en compte. Trois, si vous voulez, Casablanca Finance City, ces deux régimes ce régime a été revu longtemps. Troisième mesure qui suit cet effort, si vous voulez, de mise en conformité et de conformité aux standards internationaux, mais c'est beaucoup plus conformité aux engagements du Maroc à l'international pour être précis. C'est l'institution d'une déclaration pour les sociétés internationales, les sociétés qui ont pour les multinationales, qu'elles soient marocaines ou étrangères d'ailleurs, l'institution d'une déclaration pays par pays. Dans le cadre de l'adoption de ce dispositif, qui est d'ailleurs mis en place par le CDE, et en application des conventions signées par le Maroc, notamment en 2019, deux conventions internationales, il a été nécessaire, voire obligatoire, de transposer dans notre loi interne la règle fiscale internationale qui oblige les groupes, comme je vous ai dit, à déposer une déclaration de répartition de quoi de leurs bénéfices imposables. C'est toute la théorie des prix de transfert qui est en train d'être revue, puisque ces sociétés doivent déposer dans le pays des antifiliales de représentation carrément une répartition de leurs résultats. Ça devient déclaratif, ce qui va permettre justement aux différentes administrations fiscales de pouvoir juger la justice de la répartition des résultats entre les différentes législations et entre différents pays. Enfin, la dernière mesure de conformité aux standards internationaux, c'est celle relative à l'amélioration, bien évidemment, du dispositif relatif à l'échange des renseignements. Encore une fois, cette déclaration pays par pays dont je viens de parler est liée à ce dispositif aussi d'échange de renseignements, puisque les déclarations déposées par les internationaux vont pouvoir être également partagées automatiquement avec les administrations fiscales étrangères. Donc la loi de finances intègre ce dispositif qui existe en réalité avant 2019, il existe depuis déjà une année ou deux, mais maintenant il est rédigé de manière conforme aux standards internationaux. Et donc les banques, les assurances, les établissements financiers doivent identifier les informations relatives aux résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et le cas échéant de bénéficiaires effectifs. C'est une information qu'ils doivent pouvoir collecter obligatoirement, qu'elle remonte automatiquement à l'administration fiscale, qui est censée aussi les partager avec les administrations fiscales homologues, quand il y a bien sûr des accords, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, qui prévoient l'échange automatique de renseignements.
Et bien évidemment, cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2020. Bien évidemment, le texte il prévoit bien évidemment un texte réglementaire qui doit clarifier le comment. Et après la sortie du texte, cette mesure entrera en application effectivement. Alors la deuxième partie, ou le point numéro 3 de cette présentation, c'est le régime des exportateurs, dont a fait allusion son ami, qui a fait coller aussi beaucoup d'encre, parce que tout simplement, les sociétés exportatrices qui réalisent leur première opération d'exportation à partir du 1er juillet 2020 ne pourra plus bénéficier d'exonération quinquennale. Ça suit en réalité cet effort de conformité aux standards internationaux. Et donc, il n'y aura plus de distinction entre chiffre d'affaires exporté et à terme. Il n'y aura plus de distinction entre chiffre d'affaires export et chiffre d'affaires local. Je peux dire, et je pars sur le contrôle de M. le directeur général, que c'est une phase intermédiaire qui consiste tout simplement à maintenir ce régime pour le moment, mais à condition de la mise encore plus pour plus de conformité. Et donc, ces sociétés exportatrices resteront tout simplement soumises à un taux de 20%, au barème, mais de la limite de 20%, qu'il faut soit dès leur première année, pour les chiffres d'affaires à l'export. Les sociétés exportatrices, que ce soit des produits ou des services, ne bénéficieront plus d'exonération de 5 ans, mais ils auront quand même un taux réduit sur le barème, donc première tranche 10%, deuxième tranche 20%, et ils ne seront pas soumis à la troisième tranche de 31% marginal. Donc, ça concerne les sociétés de prestation de services et plutôt exportatrices de produits et de services. Et donc, deuxième mesure qui le concerne, c'est que ce taux marginal dont on vient de parler, il passe de 17,5 à 20%. Parce que avant, après la période d'exonération quinquennale, ils payaient 17,5 pour la partie de l'intéressement au chiffre d'affaires à l'export. Désormais, le 1er janvier 2020, ce taux de 17% passe à 20%. Pour la tranche, bien évidemment, du bénéfice qui correspond supérieur à 1 million de dirhams, qui correspond au chiffre d'affaires à l'export. Alors, pour la fiscalité agricole, c'est très simple. Alors, les exploitations agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions de dirhams seront imposées au taux de 20% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Bien évidemment, celles qui font un chiffre d'affaires moins de 5 millions de dirhams, resteront exonérées. C'est une taxation, si vous voulez, une position réduite de l'agriculture, si vous voulez, tel que c'est défini par le texte, par l'article 46 du Code général des impôts. Et ça, c'est valable aussi pour l'impôt sur le revenu, ça veut dire même pour les agriculteurs qui exercent à titre individuel, qui ont des exploitations agricoles à titre individuel, paieront aussi un taux de 20% au titre de l'EIR sur les revenus agricoles. Bien évidemment, c'est un taux malheureusement pour dire qu'il n'est pas libératoire. Peut-être qu'on veut pousser les exploitants individuels à transférer leurs exploitations à la société pour pouvoir bénéficier d'un taux de 20%. Alors, toujours en matière d'agriculture, en matière de TVA, la loi de finances prévoit justement la taxation d'un certain nombre de produits qui étaient exonérés jusqu'à aujourd'hui, notamment les adressaires et les éléments entrants de leur fabrication, les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les motopompes, des pompes immergées, les scarificateurs, ne me dites pas c'est quoi parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Les scarificateurs et les tarières et le matériel de micro-irrigation pour goutte à goutte ou par aspersion.
Donc, on a imposé ce matériel qui était jusqu'à là exonéré. Et en contrepartie, on a redéfini la liste du matériel agricole qui est exonéré, bien évidemment destiné à l'irrigation. Donc la liste est sur la diapo, notamment les stations de test de filtration. Il y a une nouvelle liste. La loi de finances prévoit une nouvelle liste de matériaux destinés à l'irrigation, qui sont désormais exonérés. Et bien évidemment, en parallèle, on a modifié aussi le décret sur les décrets d'application relatifs à la TVA, qui prévoit les modalités, les documents qu'il faut présenter et la procédure d'exonération. Donc même le décret lui-même a été modifié pour intégrer ces modifications. Et pour surtout, et ça c'est important de les signaler, prévoir comment les agriculteurs ou les importateurs vont pouvoir justifier que ce matériel est destiné réellement à l'agriculture et pas à autre chose. Donc le décret définit la manière et le document qu'il faut produire pour justifier de cette exonération. Reste bien évidemment l'exonération à l'intérieur, qui reste toujours soumise à la même procédure qu'auparavant. Donc cette mesure, il faut la lire en parallèle, en même temps, avec l'amendement de décret sur la TVA. Alors quand il s'agit de la confiance, dont on a parlé sur le net, effectivement la loi de finances a apporté un certain nombre de mesures, notamment on a souvent appelé par abus de langage amnistie parfois. La première mesure, c'est la régularisation des déclarations fiscales. Il s'agit de l'institution d'une déclaration tout simplement rectificative, spontanée. Je ne rentre pas dans les détails parce que certainement Khaled Zadou va en parler. Par les contribuables dont les déclarations fiscales comportent des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant les opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance du chiffre d'affaires ou de la base imposable. Ces contribuables vont pouvoir évidemment déposer une déclaration rectificative en contrepartie, bien évidemment pour les exercices non prescrits d'essai 17 et 18, et en contrepartie bénéficier bien évidemment d'une dispense de paiement des pénalités, majorations et intérêts de retard, d'accord. Mais aussi, ils vont pouvoir bénéficier dans certaines conditions de la dispense de contrôle fiscal de ces déclarations. Déposer une déclaration rectificative, payer le complément, de la loi de finances, il liste les impôts et taxes qui sont concernés par ces déclarations rectificatives. Et en retour, le contribuable bénéficiera d'une dispense de paiement de majoration, pénalité intérieure. Et pour bénéficier de la dispense du contrôle fiscal, bien évidemment, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir, dont certainement on va en parler. La deuxième régularisation, c'est la régulation fiscale au titre de revenu foncier. Là-bas, on me ramène. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le. Avec de la salle, je me suis dit bon. Oui. Alors la deuxième mesure, c'est justement la régulation fiscale au titre de revenu foncier, qui va permettre tout simplement aux contribuables qui n'ont pas déposé leur déclaration annuelle de revenu global au titre de revenu foncier de pouvoir payer, tout simplement, pour les années non prescrites, de pouvoir payer 10% de revenu foncier acquis en 2018 et qui vaut entre guillemets amnistie. Troisième mesure qui vise justement l'incitation des contribuables à régulariser de manière volontaire leur situation fiscale, c'est la mesure, je pense, qui a picolé le plus même que cette mesure-là n'a pas été beaucoup relayée dans la presse, en réalité. C'est celle qui consiste à revoir, d'ailleurs, je pense on en a fait allusion, c'est la mesure qui consiste à revoir de manière profonde la procédure tout simplement d'examen d'ensemble, qui consiste à amender l'article 216 et 29 du Code général des impôts pour tout simplement mettre en place plus de formalisme dans cette
ou bien de clarifier, si vous voulez, pour être précis, la procédure que doit suivre l'inspecteur dans le cadre de l'examen d'ensemble. Il s'agit en fait de cadrer la procédure, de clarifier les cas où, et de limiter les cas où l'administration peut faire recours à cet examen d'ensemble, et aussi de clarifier aussi la manière dont le redressement doit être fait. Bien évidemment, les seuils aussi ont été élevés, que ce soit le seuil de 120 000 qui est ramené à 240 000, mais aussi je sais qu'après un travail de benchmark, cette procédure en réalité aujourd'hui, et avec même les clarifications qui ont été mises dans la circulaire qui est sortie aujourd'hui, qu'il aura certainement, qu'il va pouvoir aider justement au rétablissement de cette confiance dont on a parlé tout à l'heure. Parce que le travail, même les inspecteurs vont pouvoir travailler dans un climat de transparence, où la procédure est transparente, où les méthodes utilisées sont quasiment, je dirais, logiques. Le texte prévoit le débat contradictoire aussi pour cette procédure, pas uniquement la vérification de comptabilité, qui va permettre aussi à l'inspecteur et au contribuable aussi de discuter, de formaliser leur discussion avant même la notification de la première notification. Et donc je pense que c'est une des mesures en réalité, des amendements qui ont été apportés au projet de loi de finances, qui méritent vraiment à ce qui intéresse. J'ai vu qu'au niveau de la presse, c'est très rare, on en parle, et pourtant, dans la loi de finances, il apporte un amendement de taille à l'article 216. Et je vous demande, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller le voir pour comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette procédure, bien évidemment, je sais que le travail a été fait suite à un benchmark, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, il met en place une procédure qui est verrouillée. Je peux dire qu'elle est verrouillée. Alors, bien évidemment, l'ancienne amnistie, entre guillemets, des avoirs et liquidités détenues à l'étranger fait surface, puisque, selon la loi de finances 2020, il est prévu aussi de régulariser spontanément la situation fiscale des personnes physiques et morales résidant au Maroc au titre des avoirs et liquidités détenues à l'étranger. C'est exactement le même texte de 2014 qui a reconduit avec la même procédure, etc. Alors, les contribuables concernés sont des personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis des infractions en matière de réglementation d'échange relatives aux avoirs à l'étranger ou en monnaie étrangère, ainsi qu'en matière fiscale. Alors, la régularisation s'effectue bien évidemment selon les taux suivants. 10% de la valeur d'acquisition des biens immeubles détenus à l'étranger, 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriées au Maroc, 2% de liquidités en devises rapatriées au Maroc. Le L'Office de change a déjà en réalité fait sortir une circulaire sur les démarches et la procédure à respecter pour déclarer tout anonymat bien sûr, en toute confidentialité, ces avoirs. Alors, je me demande de faire vite, mais moi je pense que... Il y a ce qui ne m'arrive pas beaucoup. Alors, donc c'est la cinquième. Et enfin, le dernier point, c'est les mesures fiscales à caractère social. C'est vrai, c'est là où il y a beaucoup de mesures, notamment qu'on peut qualifier de sociales. J'ai sélectionné quelques-unes qui me paraissent être innovantes ou nouvelles, notamment celles relatives à l'élargissement du bénéfice de l'exonération de l'indemnité de stage aux titulaires de baccalauréat. Parce que jusqu'à fin décembre, c'était les titulaires, les diplômés d'enseignement supérieur et de la formation professionnelle qui pouvaient prétendre à cette indemnité de stage sont payés ni la CNSS, ni les cotisations de CNSS, ni la IR sur salaire jusqu'à 6 000 dirhams. Cette mesure, à partir du 1er janvier 2020, est étendue aux bacheliers, aux titulaires du baccalauréat.
L'exonération également de la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à l'habitation principale. À partir de 2020, même les contribuables ou les opérations plutôt de cession d'un immeuble ou partie d'immeuble qui est occupé à l'habitation principale, par son propriétaire bien évidemment, peut bénéficier de l'exonération de l'IR, même si la durée ou le délai de saison n'est pas respecté. L'habitation de saison n'est pas respectée. Bien évidemment, la loi prévoit un certain nombre de conditions. Il faut que le prix soit séquestré auprès d'un notaire ou payer carrément l'impôt à l'administration qui s'engage à vous le restituer si vous justifiez de l'acquisition de nouvelle habitation principale dans un délai de 6 mois. Ça aussi, je sais que ça a été beaucoup relayé par la presse. Troisième mesure, c'est le relèvement de l'abattement fiscal pour les retraités, pour les pensions de retraite, qui ne dépasse pas 168 040 à 60%, au lieu de 55%, jusqu'à fin 2019, sur 55%. Et donc, pour la première tranche de 168 000 dirhams, le taux d'abattement n'est plus de 55, il est de 60%. Je pense que je vais m'arrêter là. Bien évidemment, je réitère mes remerciements à ce président, toute l'équipe d'organisation de ce sur lequel je suis. Je reste bien évidemment à votre disposition. S'il y a des réponses aux questions qu'on peut éventuellement clarifier, parce qu'il y a beaucoup de mesures que je n'ai pas mis de manière volontaire, je ne vais pas vous le mettre ici. S'il y a des questions précises, on peut bien évidemment les débattre. Merci beaucoup.